Donc, l'objectif de ce premier module est de vous sensibiliser à la cybersécurité en vous expliquant quels sont les risques encourus par votre entité dans ce domaine, pourquoi aujourd'hui les attaques informatiques sont de plus en plus nombreuses et comment faire pour détecter d'éventuelles attaques ou limiter votre risque d'exposition. La sensibilisation à la cybersécurité est une étape primordiale et indispensable dans votre démarche de protection face aux risques cyber. Parce qu'en effet, dans plus de 90% des cas, le facteur humain va être à l'origine du déclenchement de l'attaque ou bien de sa prolifération. En effet, c'est par un clic sur un lien malveillant, par l'exécution d'un programme ou par l'ouverture, par exemple, d'un fichier Excel compromis que le virus va se lancer et que l'attaque va commencer. Donc le principal objectif de ce module est de vous sensibiliser à la cybersécurité, c'est-à-dire de comprendre pourquoi aujourd'hui le risque cyber est si important, le rôle que chaque utilisateur va jouer dans l'anticipation et la protection contre les menaces, quelles sont les différentes justement menaces et par quelles actions du quotidien, dans vos habitudes, vous allez pouvoir éviter ou limiter l'exposition de votre entité face à ce risque cyber. Donc nous allons suivre le sommaire suivant. Dans une première partie, nous allons voir l'importance de la donnée. Pourquoi aujourd'hui les données informatiques ont une place si prépondérante. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment se multiplient les risques, quels sont les éléments qui vont favoriser une exposition au risque cyber. Dans une troisième partie, nous allons aborder quelques exemples locaux qui vont pouvoir permettre de savoir comment arrive et se traduit le fait de se faire cyberattaquer. Dans une quatrième partie, nous allons évoquer les notions de cybermalveillance. Nous allons voir quels sont les différents types d'attaquants et quelles sont leurs stratégies d'attaque. Dans la partie suivante, la cinquième, les différents types de sécurisation, nous allons voir comment nous pouvons élever notre niveau de sécurisation dans différents domaines. Enfin, nous évoquerons des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien qui vont vous permettre de limiter votre risque d'exposition et face à ces différentes menaces. Et éventuellement, nous terminerons par des questions lors d'un temps d'échange prévu à cet effet à la fin de ce webinaire. Donc pourquoi aujourd'hui sommes-nous de plus en plus cyberattaqués? Et pourquoi de plus en plus de pirates vont se structurer pour essayer de dérober des données, même de petites collectivités ou bien de particuliers? La réponse tient dans le fait que la donnée, la data, représente aujourd'hui une source de richesse. Dans un premier temps, on peut s'apercevoir que nous produisons de plus en plus de données. Si nous prenons l'exemple des deux photos qui vous sont proposées, elles ont été prises au même endroit, sur la place Saint-Pierre à Rome, entre 2005 et 2013. Qu'est-ce qu'on peut constater entre ces deux périodes? Eh bien, c'est que nous nous sommes tous équipés d'outils, de tablettes, smartphones, ordinateurs, qui sont des outils qui vont créer de la donnée. Donc en peu de temps, tout le monde s'est équipé au niveau d'outils qui va créer de la donnée, qui va créer de la data. Dans nos usages professionnels et personnels, il nous arrive parfois d'avoir plusieurs outils, plusieurs téléphones portables, plusieurs ordinateurs, plusieurs tablettes. Donc on multiplie encore plus la création de données puisqu'en fait on est équipé de plusieurs outils, même dans nos différents usages pro et perso. Nous consommons, nous utilisons de plus en plus d'applications également, d'outils qui vont générer de la donnée. Des applications, par exemple, de réseaux sociaux, des plateformes de vidéos à la demande ou en ligne, des messageries instantanées, des applications de communication. Donc, dans nos usages au quotidien, nous réalisons, nous créons de plus en plus de données par l'application, par les usages, les outils que nous utilisons au quotidien et qui transitent la plupart du temps par ces outils que sont les tablettes, les smartphones, les ordinateurs. Au niveau des collectivités également, il y a une généralisation de la dématérialisation. De plus en plus de projets de gestion de dossiers se font sous forme dématérialisée. Si nous prenons l'exemple de l'outil démarche simplifiée dans les collectivités, ce sont des questionnaires qui pouvaient se trouver sous format papier que l'on va retrouver sous format numérique, ce qui va également générer une multiplication de la création de données.
Également, dans les collectivités, nous retrouvons une numérisation des données anciennes ou autres. De nombreux documents anciens ou archives font l'objet d'une numérisation, donc ce qui contribue également à augmenter le nombre de données que l'on va avoir dans la collectivité, que l'on va générer. Les flux de données qui sont consommés et qui circulent sur internet ne cessent d'augmenter. Donc cela étant principalement, dû et accéléré par le déploiement des évolutions technologiques qui permettent des débits toujours plus élevés. Donc par exemple, avec le déploiement de la fibre optique ou de la 5G pour la partie mobile, ce sont des choses qui vont permettre d'augmenter les débits au niveau de, la consommation des données. Si on prend l'exemple suivant qui est affiché à l'écran, on constate qu'en une minute, le nombre de données et de flux qui circulent sur Internet est gigantesque et ces valeurs ne cessent d'augmenter du fait des évolutions technologiques utilisées qui permettent d'obtenir des débits toujours plus grands. Nos usages font qu'aujourd'hui, nous utilisons des applications nous permettant de consommer des vidéos à la demande, en streaming, des messageries instantanées. Donc, nous consommons de plus en plus de données, car d'une part la technologie le permet, et d'autre part parce que les applications, les usages que l'on a, que nous utilisons, le nécessitent également. Donc les données sont devenues aujourd'hui une valeur marchande très importante et qui suscite un intérêt majeur. Donc le risque cyber dans les collectivités territoriales ne cesse d'augmenter et occupe aujourd'hui une place importante dans les menaces qui pèsent sur ces administrations. En effet, comme nous l'avons vu, nous produisons donc de plus en plus de données et au niveau des collectivités territoriales, nous avons des regroupements d'informations sur les administrés, ce qui rend donc ces entités très attractives pour les différents acteurs. En effet, une entité possédant des informations sur un grand nombre de personnes devient alors de fait une cible privilégiée pour les attaquants. Comme on l'évoquait lors de l'introduction, les entités et notamment donc les organismes publics sont de plus en plus visés par des attaques de cybersécurité. Si nous prenons l'exemple de cette carte relative aux cyberattaques sur les organismes publics pour la période allant de 2019 à 2021, mais nous pouvons constater que pas moins d'une centaine de collectivités, d'entités en ont été victimes. Cela concerne aussi bien des organismes de santé, des collectivités territoriales, des EPCI, des syndicats, etc. Sans distinction de taille ou bien de région géographique. Donc, comme on a l'habitude de dire, la question n'est plus de savoir est-ce que je vais être attaqué, cyberattaqué, mais c'est plutôt de se dire quand est-ce que cela va m'arriver. C'est pourquoi il est important d'être sensibilisé à la cybersécurité pour comprendre comment limiter son exposition face à ce risque. Lors d'une attaque cyber, c'est le système d'information que l'on nomme également SI qui est visé. Pour comprendre, euh, expliquons tout d'abord ce qu'est un système d'information et de quoi il se compose. Au sein d'une organisation, le système d'information va désigner l'ensemble des ressources, qu'elles soient matérielles, logicielles, qui vont être utilisées pour traiter les informations, les données. Aussi bien pour les collecter, pour les classer, pour les stocker, les diffuser, etc. Donc le système d'information est un support sur lequel va s'appuyer l'organisation pour mener à bien ses différentes missions. Si on prend une vision un peu plus globale et élargie d'une organisation, on peut considérer qu'un système d'information va se composer à la fois d'éléments dits actifs, qui vont être composés des sites géographiques de la collectivité, du matériel, des structures réseau, des ressources humaines qui le composent, et d'éléments dits primordiaux, dans lesquels on retrouve les processus métiers et les informations qui vont être produites, créées, transmises. Du coup, lors d'une attaque de cyber, il se peut que la porte d'entrée se fasse via des éléments actifs, via du matériel, via le geste d'une personne humaine, et va ainsi pouvoir remonter vers des éléments primordiaux pour pouvoir dérober ou crypter des données informatiques. La vulnérabilité d'un système d'information peut avoir plusieurs origines. La première d'entre elles peut se trouver
au niveau du matériel qui va être utilisé et plus précisément de son hétérogénéité au niveau structurel. Que cela soit sur l'utilisation de matériel vieillissant, contrairement à des matériels, on va dire, plus récents, l'utilisation de connexions sans fil via des points d'accès peut-être publics et peu sécurisés, contrairement à des connexions qui vont se faire dans un cadre plus privé et donc un peu plus sécurisé. L'utilisation de matériel dont la maintenance et les mises à jour ne sont plus assurées ou garanties, le non-remplacement de matériel obsolète, donc tous ces éléments-là vont favoriser la multiplication du risque. Une deuxième origine de vulnérabilité d'un système d'information peut venir d'une hétérogénéité dans les systèmes d'exploitation et les logiciels utilisés. Par exemple, d'anciennes versions de systèmes d'exploitation ou bien de logiciels peuvent toujours être utilisées alors qu'ils ne bénéficient plus de mise à jour de sécurité. Ça peut être le cas donc de Windows XP ou de Windows 7 qui sont aujourd'hui remplacés par Windows 10, Windows et même par Windows 11. Donc cela rend ces outils facilement vulnérables face à des attaques prévisibles. Le fait de ne pas disposer ou de ne pas utiliser les dernières versions de ces logiciels et autres applications mises à jour augmente le risque d'attaque. Parce qu'en fait, les mises à jour sont là pour corriger des vulnérabilités identifiées, qui peuvent être donc facilement exploitées par des attaquants. Donc concrètement, si vous utilisez des systèmes d'exploitation non mis à jour, eh bien, vous utilisez des systèmes ayant des vulnérabilités connues de tous, et y compris des attaquants. Une autre origine de vulnérabilité provient de l'hétérogénéité des systèmes de protection. En effet, certains systèmes d'information peuvent être protégés au niveau logiciel par un antivirus de type professionnel, par exemple, au niveau de leur accès physique, avec pourquoi pas une salle dans laquelle les salles serveurs étant isolées, accessibles uniquement par certaines personnes qui vont être autorisées, habilitées, ou bien dans l'élaboration et la constitution du réseau informatique, avec la mise en place, par exemple, d'éléments qui va être là pour, qui sont vraiment là pour charger de sécuriser les échanges entre le SI de la collectivité et l'extérieur. On peut nommer par exemple l'utilisation de pare-feu, de routeurs, de proxy, etc. À l'inverse, certains autres systèmes d'information peuvent être dépourvus de solutions de protection, aussi bien au niveau donc logiciel, physique ou bien structurel. La non-présence donc de ces éléments indispensables de protection augmente forcément donc le risque du système d'exploitation à d'éventuelles attaques. Un autre facteur qui va augmenter le risque d'exposition à d'éventuelles attaques se situe dans le comportement et l'attitude de l'utilisateur face à certaines situations. Des personnes qui vont être sensibilisées et formées aux risques cyber et à certaines, on va dire, techniques utilisées par les attaquants ne réagiront pas de la même façon que d'autres qui peuvent se trouver peut-être plus novices dans ce domaine. Cela permettra donc d'éviter à certaines attaques de se concrétiser et réduira donc considérablement le risque d'exposition de l'organisation concernée. En effet, on a l'habitude de dire que le point faible d'un système d'information se situe entre la chaise et le clavier. De nombreuses attaques cyber ont pour origine une action réalisée par une personne. Ça peut être un clic sur un lien vérolé, l'ouverture d'un fichier contenant un virus, le lancement d'un exécutable piraté, etc. Donc la formation et la sensibilisation des personnes est donc un élément indispensable dans la mise en place d'une politique plus globale de cyberprotection. Un élément nouveau qui va également augmenter le risque cyber pour les systèmes d'information est le déploiement et la multiplication des objets connectés et la mise en place de ce qu'on va appeler l'IoT, l'Internet des objets. De plus en plus d'objets, d'appareils, d'outils possèdent un accès direct à Internet, ce qui constitue autant de portes d'entrée vers l'extérieur et donc vers de potentielles attaques. Tous ces outils doivent donc faire l'objet d'une attention et d'une protection
particulières, comme pour tout autre élément constituant le réseau de l'organisation. L'utilisation de ces objets ne doit pas se faire sans avoir au préalable étudié leur sécurisation. Donc le piratage en fait des collectivités est quelque chose de réel et ne concerne pas uniquement des grandes collectivités ou de grandes entités. Et les exemples locaux que l'on va voir ensemble en sont bien la preuve. Donc si on revient sur le premier cas que l'on vous présente, il s'agit en fait du piratage qu'a connu la mairie de Bayonne en décembre 2020. Que s'est-il passé? Eh bien, les pirates ont utilisé les ressources serveurs de la collectivité pour créer de la monnaie virtuelle. Donc comment ça s'est passé? Beh, les pirates se sont introduits dans les serveurs, se sont donné les droits administrateurs sur l'ensemble du système d'information et ont pu ainsi utiliser la puissance de calcul des serveurs pour produire de la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qui a dû être fait? Eh beh, tout a dû être bloqué, éteint et petit à petit, ils ont dû nettoyer ordinateur par ordinateur, serveur par serveur, redémarrer service par service, après avoir fait un bon nettoyage de l'ensemble des outils et cela a été fait bien sûr par une entreprise spécialisée avant de pouvoir redisposer d'un système d'information, à jour et nettoyé de tout virus. Également, par précaution et transparence, la mairie de Bayonne a communiqué auprès de tous les utilisateurs des services dématérialisés de la commune de changer le mot de passe parce qu'ils avaient peut-être une possibilité que les données aient été dérobées avec des mots de passe connus. Le deuxième exemple que l'on va voir s'agit du piratage du centre hospitalier de Dax, qui a eu lieu en février 2021. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les pirates se sont introduits également dans le système d'information de l'hôpital et ont procédé à ce qu'on appelle un chiffrement de l'ensemble des données, rendant inutilisable l'ensemble des ressources du système d'information et l'accès aux différentes données qui s'y trouvaient. Bien sûr, en échange, une demande de rançon a été réclamée auprès de l'hôpital pour pouvoir leur fournir ce qu'on appelle la clé de déchiffrement qui permettrait de pouvoir récupérer, de pouvoir relire l'ensemble des données qui étaient chiffrées. Cela donc, cette attaque a bloqué l'ensemble du système d'information de l'hôpital et concrètement, les agents se sont retrouvés à devoir utiliser le papier crayon pour pouvoir faire fonctionner le système, l'hôpital. Donc là également, au niveau de l'après, eh beh, le système d'information a dû être reconstruit petit à petit, un par un. Les ordinateurs ont dû être nettoyés, les services petit à petit ont pu redémarrer un par un. Cela a été très long au niveau des délais. Et bien sûr, avec tous les papiers, les dossiers papier qui avaient été créés, à devoir ressaisir dans le nouveau système d'information. Donc quelque chose qui prend énormément de temps pour s'en remettre. Exemple un peu similaire sur le piratage de l'hôpital d'Oloron en mars 2021. Même procédé, chiffrement des données du système d'information, demande de rançon, et là également, comme pour l'hôpital de Dax, redémarrage un à un des différents services une fois le nettoyage des ordinateurs réalisé et des serveurs un par un. Dernier exemple local d'un piratage qu'a connu le centre d'assainissement d'Oloron-Sainte-Marie en septembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Eh beh, les pirates, sont rentrés également dans le système d'information et ont piraté ce qu'on appelle le système de monitoring à distance des automates industriels, avec là également un chiffrement des données, une demande de rançon et ça a pu être, rétabli en réinitialisant certains composants du SI, en nettoyant l'ensemble des ordinateurs et en procédant à la sécurisation de nouveaux éléments. Donc comme on peut le voir, de nombreuses collectivités même proches localement sont touchés, quelle que soit leur taille, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent. Donc nous allons maintenant aborder les notions de cybermalveillance. Donc tout d'abord, quels sont les attaquants et quelles sont leurs motivations? Donc en ce qui concerne les différents profils d'attaquants, on va pouvoir observer plusieurs catégories. La première, ça va être des individus qui vont être clairement attirés par l'appât du gain. Dans un deuxième cas de figure,
on peut avoir affaire à ce qu'on appelle des activistes. Donc ça va être des pirates informatiques qui vont utiliser leurs compétences en attaque informatique, par exemple à des fins politiques. Dans un autre cas de figure, l'on peut avoir des individus qui sont motivés par des convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Nous pouvons avoir affaire à ce qu'on appelle des concurrents directs d'une organisation. Ça, on va plutôt retrouver ça dans le domaine commercial. On peut avoir affaire à ce qu'on appelle donc des fonctionnaires au service d'un État qui vont utiliser la cybersécurité comme moyen de déstabilisation, ou encore des mercenaires qui agissent pour le compte de commanditaires. En ce qui concerne les motivations, on va retrouver la plupart du temps la recherche d'un gain financier. Le but, c'est de récupérer des données personnelles, des mots de passe, des comptes bancaires, des comptes utilisateurs, pour pouvoir le revendre sur ce qu'on appelle le dark web. C'est un web clandestin accessible via des logiciels spécifiques. Donc le but, c'est de récupérer de la donnée pour pouvoir la monnayer derrière au niveau de la revente. Dans un deuxième cas de figure, la motivation va être, comme c'était le cas pour l'attaque de la mairie de Bayonne, utiliser les puissances de calcul des structures. Donc, les collectivités possédant de nombreux serveurs avec une puissance de calcul, eh bien, le but c'est de pouvoir prendre le contrôle de l'ensemble des ressources informatiques, donc des serveurs de ces entités, en vue de les mettre à disposition d'autres pirates en tant que service. Donc, soit pour créer de la monnaie virtuelle, soit pour réaliser des attaques communes avec une puissance de frappe qui va être plus élevée. Une autre motivation va être pourquoi pas le chantage exercé sur une personne, sur une organisation, sur un concurrent, ou bien, dans une moindre mesure, l'espionnage pour obtenir certaines informations. Donc, pour arriver à leur fin, les attaquants vont utiliser un mode opératoire spécifique pour vous faire réaliser donc une certaine action. Il existe plusieurs méthodes utilisées par les attaquants pour lancer leur attaque. La première d'entre elles constitue à utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Concrètement, les individus malveillants se font passer pour une de vos connaissances pour vous faire exécuter différents types de logiciels malveillants. Ouvrir une pièce jointe, cliquer sur un lien hypertexte, etc. Le but recherché dans ce cas-là sera de vous escroquer, de vous voler des données, etc. Donc c'est le cas typique que l'on peut avoir, c'est un mail reçu envoyé depuis l'un de vos contacts expliquant qu'il se trouve dans une situation compliquée, souhaitant communiquer uniquement par mail avec vous, ayant des problèmes financiers et souhaitant notre aide pour l'accompagner. Donc c'est la méthodologie de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. La deuxième méthode, celle qui est malheureusement la plus utilisée qu'on a pu voir précédemment dans les exemples locaux d'attaque, consiste à infiltrer le système d'information de manière discrète, sans éveiller les soupçons, pour pouvoir, après s'être donné les droits administrateurs dans le système d'information, chiffrer l'ensemble des données qui s'y trouvent. Le point d'entrée, ça peut être un clic sur un lien ou bien le lancement d'un fichier malveillant qui se trouve dans un mail reçu, le lancement d'un exécutable, etc. Donc le but recherché dans ce cas-là sera vraiment d'extorquer de l'argent par la demande d'une rançon. Donc la plupart du temps, l'exécution du programme malveillant se réalise plutôt la nuit ou le week-end et chiffre l'ensemble des données, y compris les sauvegardes si celles-ci sont branchées sur le réseau. Donc rendant tout cela illisible sans une clé de déchiffrement qui est proposée contre le paiement d'une rançon. Et le lundi, souvent en allumant donc les ordinateurs, on découvre que toutes les données sont chiffrées et qu'une rançon donc est exigée pour obtenir la clé. Une troisième méthode consiste en l'utilisation de ce qu'on appelle la technique de l'hameçonnage ou le phishing. La plupart du temps, il s'agit d'un mail envoyé ou d'un message sur les réseaux sociaux pouvant imiter une société, une administration, une structure, une entité, et présentant dedans un lien frauduleux à l'intérieur de ce message. Le but étant de leurrer la personne et de l'amener à cliquer sur ce lien qui va la rediriger vers une fausse page afin qu'elle y ressaisisse des informations personnelles comme son code de carte bancaire, des données personnelles, des données d'identité. Dans la plupart des cas, l'attaquant va essayer de déstabiliser la personne en essayant de la faire réagir et de la faire cliquer
rapidement sur le lien donc piraté. Il y a toujours une notion d'urgence, d'erreur, de faute. Le but, c'est d'essayer de déstabiliser la personne pour qu'elle n'ait pas le temps de tergiverser et qu'elle ait, tendance à cliquer de suite sur le lien. Donc un conseil, c'est de ne jamais réagir dans l'urgence face à ce type de mail. Toujours, prendre le temps de traiter ce mail, lors d'un moment calme et en ayant pu, on va dire, réaliser des actions de vérification que l'on va en voir un peu plus tard, dans la suite de ce webinaire. Comme pour la méthode utilisée pour le lancement, d'un rançongiciel, l'attaque par malware se réalisera par une infiltration discrète du système d'information, afin de prendre là le contrôle de plusieurs éléments, de l'ordinateur. Ça peut être la caméra, le micro, l'accès aux données et cetera, dans le but de collecter, des informations et d'utiliser les ressources de l'ordinateur. Enfin, une dernière méthode utilisée par les attaquants consiste à essayer d'effrayer les utilisateurs en faisant, afficher une page de type, pop-up qui s'affiche en plein écran sur, l'ordinateur et faisant croire à l'utilisateur que son ordinateur est, infecté d'un virus et lui demandant de rappeler un faux numéro de support. À ce moment-là, beh, vous rentrez en contact avec, beh, vous ne le savez pas, mais les attaquants qui vont vous faire à réaliser, des actions leur permettant de prendre le contrôle total de votre ordinateur et d'infecter réellement celui-ci. Comme on vient de l'évoquer, la plupart des attaques cyber a pour origine un lien qui va être cliqué, un fichier qui va être exécuté et majoritairement, on utilise un mail frauduleux. De nombreuses attaques peuvent être évitées en effet en adoptant une certaine vigilance et en réalisant une certaine analyse des mails reçus, toujours sans précipitation. En effet, de nombreux indices, indiquant que nous avons affaire à une tentative d'attaque cyber peuvent être décelés. Le premier indice consiste à savoir est-ce que le courrier nous est réellement destiné? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un courrier, plutôt générique? Est-ce que c'est vraiment un courrier, nominatif, qui nous est destiné? Évoque-t-il une facture, un dossier qui ne nous parle pas? La plupart du temps, il est question d'une somme qui vous sera prélevée, à tort, d'un manquement à vos obligations, d'un retard de réponse qui va entraîner un blocage de votre compte bancaire, de votre connexion internet et cetera. La troisième question, c'est est-ce que vous connaissez l'expéditeur? Est-ce que c'est plausible ou pas? Est-ce qu'il s'agit d'une personne réelle ou est-ce que c'est un service qui est spécifié? Toujours pareil, est-ce que dans ce mail-là, on nous demande une réponse urgente? Est-ce qu'il est indiqué une date qui peut être même échue? Est-ce que la réponse attendue est dans la journée, dans un délai imminent? Donc tous ces éléments-là doivent nous faire penser qu'il s'agit d'un mail, frauduleux. Toujours pareil, est-ce que dans ce mail, il y a, des liens, dans lesquels on nous propose de cliquer pour aller directement rentrer des informations personnelles, sur, nos informations bancaires, nos informations de type, civilité et cetera. Enfin, on le verra dans les liens qui sont présents dans ce mail, est-ce qu'il y a une idée d'adresse sécurisée en HTTPS avec un cadenas présent? Ou est-ce que l'adresse qui est présentée n'est pas en HTTPS et c'est une adresse un peu longue et qui n'a pas de rapport avec l'intitulé de l'entité ou de la société qui essaye de nous joindre? Donc si nous prenons l'exemple d'un mail, on va dire, frauduleux, on va, repérer certaines anomalies que l'on vient de voir ensemble. Tout d'abord, il peut y avoir une usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on va essayer de se faire passer pour une société, mais on va inverser 2 lettres, on va, inverser, on va dire, un petit peu, au niveau de la sémantique, l'ordre des mots pour faire croire qu'il s'agit, par exemple, là, de la société OVH, mais donc ça a été inversé, c'est bien marqué OHV. C'est parce que c'est pour essayer de tromper, l'utilisateur final sur ce mail-là. La deuxième, c'est est-ce que le mail qui est envoyé utilise une adresse cohérente, qui est en lien avec OVH ou pas du tout? Est-ce que, le mail qui nous est envoyé nous est personnellement dédié? Ou est-ce qu'il reprend un intitulé de notre adresse mail dans lequel il y a juste la première lettre du prénom suivie du nom? Est-ce que dans le mail en question, il fait notion d'une certaine urgence?
ou on n'a pas répondu à temps, ou est-ce qu'une somme importante va nous être débitée si on ne répond pas en l'instant, et cetera, et cetera. Donc la plupart du temps, il y a une notion d'urgence à répondre pour éviter, un désagrément, en ce qui nous concerne. Et ensuite, bien sûr, il y aura toujours un lien présent qui vous est mis en place et qui vous propose via, ce lien-là, d'accéder directement à la page adéquate pour pouvoir régler le problème, rentrer les coordonnées bancaires, rentrer les données à mettre à jour au niveau de votre civilité, et cetera. Et en laissant la souris, bien sûr, sur le lien, sans cliquer dessus, on peut apercevoir sur quelle page on va être, redirigé, et on peut se rendre compte que, d'une part, donc ce n'est pas une page sécurisée, il n'y a pas le S au niveau du HTTP, et bien sûr, le lien qui est proposé est un lien complexe, long, qui n'a rien à voir avec, la société OVH ou autre. On voit bien que le lien en question, nous renvoie sur une page un petit peu bizarre. Donc tous ces éléments-là doivent être analysés lorsqu'on a un mail, avant de réaliser une action. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, une fois qu'il y a ces mails-là, il vaut mieux le traiter une partie de la journée où vous avez un peu de calme, un peu le temps d'analyser tout ça, plutôt que dans l'urgence d'essayer de cliquer sur le lien pour essayer de régler le problème qui vous, semble urgent à régler. Il n'y a jamais d'urgence à, analyser un mail, à régler et à répondre à un mail. Donc, ayant abordé les différentes notions de cybermalveillance, nous allons maintenant voir quels sont les différents moyens de se protéger, quels sont les différents types de sécurisation possibles. Donc, comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, l'une des premières actions de sécurisation que l'on pourra mener consiste à vérifier que les différents systèmes et logiciels que nous utilisons dans notre système d'information sont à jour et se mettent à jour de façon automatique. En effet, comme on l'a dit, donc des failles de sécurité existent au niveau des systèmes et logiciels que nous utilisons. Les mises à jour sont là pour les combler. Et les hackers s'en servent pour développer leur attaque. Donc ils développent leur attaque sur les vulnérabilités, connues au niveau des logiciels. Donc il faut donc toujours vérifier l'état de mise à jour, de vos différents logiciels, et toujours utiliser les sites officiels si vous avez des mises à jour ou des patchs à aller récupérer. Comme pour les logiciels, les antivirus que l'on peut utiliser doivent se mettre également régulièrement à jour et doivent être lancés bien sûr de temps en temps pour s'assurer de leur conformité, notamment en ce qui concerne la base virale sur laquelle l'antivirus s'appuie pour réaliser, les scans de protection. En plus des différents scans que l'on peut lancer sur le système d'information, les antivirus doivent être également utilisés pour analyser des supports amovibles, par exemple que l'on peut brancher dans le système d'information, lorsque l'on branche une clé ou un disque dur externe. Ou bien quand vous recevez des mails avec des pièces jointes. Vous avez la possibilité, en faisant un clic droit, de lancer une analyse de l'antivirus, qui vous permettra donc d'analyser les pièces jointes, d'analyser la clé USB ou le disque dur que vous avez branché dans votre système d'information. Malgré une vigilance particulière sur la sécurisation logicielle du système d'information, il se peut que le système soit victime d'attaques. Des signes peuvent être visibles et doivent vous alerter. Donc cela peut être de constater un ralentissement soudain et inhabituel dans le fonctionnement de votre système d'information, d'avoir des fenêtres pop-up qui s'ouvrent sur l'ensemble de votre écran, de constater une modification, pourquoi pas dans l'apparence de la configuration du navigateur web, d'avoir des désactivations, de votre antivirus ou de ses mises à jour automatiques. Donc tout fonctionnement inhabituel doit être immédiatement signalé à la personne qui est en charge de votre système d'information ou bien du prestataire informatique qui accompagne votre entité. Une deuxième forme de sécurisation pourra avoir lieu au niveau des utilisateurs du système d'information. Donc concrètement, cela consistera à, lorsque vous créez des comptes utilisateurs des agents, de ne donner, de ne donner que les droits nécessaires pour l'émission de l'agent. Tout compte administrateur ne doit pas être utilisé pour une utilisation quotidienne et normale. En effet, ces comptes doivent être uniquement réservés, pour, des actions de maintenance sur le système d'information. De plus, chaque agent doit avoir un compte nominatif
pour éviter de devoir le partager et également de pouvoir désactiver facilement le compte lorsque l'argent quitte la collectivité, par exemple. De même, une charte d'utilisation du système d'information doit être réalisée et portée à la connaissance de chaque agent, notamment au moment de leur intégration dans la collectivité. Comme nous l'avons vu, le mot de passe constitue la manière la plus répandue pour gérer l'identification et l'authentification sur un compte utilisateur. Mais l'augmentation de la puissance du calcul des différents systèmes aujourd'hui fait que sa complexité doit être élevée pour pouvoir garantir une bonne efficacité. Si on prend l'exemple de ce tableau qui compare le temps requis pour déchiffrer un mot de passe en fonction de sa longueur et de sa composition, on s'aperçoit que pour être efficace, un mot de passe doit être long et complexe, mais également différé pour chacune de notre utilisation. Donc si on regarde bien ce tableau de plus près, on constate que même pour un mot de passe de plus de 8 caractères composé de chiffres et de lettres majuscules et minuscules, il ne faut pas plus d'une heure pour qu'il soit déchiffré. Donc pour entrer, on va dire dans une zone efficace, qui est donc à peu près de couleur orange sur ce tableau, il faut que ce mot de passe soit d'au moins 9 caractères et qu'il se compose à la fois de lettres majuscules, minuscules, mais également de chiffres et de symboles. Donc pour pouvoir respecter ces différentes recommandations, il devient donc indispensable de se faire aider. Même s'il existe des méthodes mémotechniques pour essayer de retenir le mot de passe, cela devient quasiment impossible de pouvoir les retenir tous à la vue du nombre d'applications et de comptes utilisateurs que nous utilisions quotidiennement. Donc l'une des solutions consiste donc à utiliser ce qu'on appelle un coffre-fort numérique dans lequel nous disposons de façon sécurisée nos différents mots de passe sans devoir les connaître ou les retenir, mais qui nous suit partout et que nous pouvons consulter à tout moment. Donc nous reviendrons sur cette partie dans la partie des bonnes pratiques. La plupart des attaques de phishing, comme on a vu, vont se réaliser de façon massive et par période. Donc l'une des dernières que nous avons connues consistait à l'envoi d'un faux mail imitant une convocation en justice et indiquant aux personnes de devoir rapidement répondre à cette convocation en cliquant sur un lien afin de récupérer leurs données personnelles. Il faut toujours donc prendre du recul sur les mails que nous pouvons recevoir, ne jamais réagir à chaud en cliquant ou en réalisant l'action demandée. Donc il faut toujours procéder aux différentes vérifications que nous avons listées un peu plus haut et se renseigner sur le message avant de réagir. C'est pourquoi il est très important de se renseigner, de rester informé sur les dernières arnaques qui ont été relevées pour ne pas être surpris lorsque vous êtes face à ce type de mail. Par exemple, une recherche sur Google en tapant certaines informations du mail en question peut rapidement vous confirmer qu'il s'agit d'une tentative de piratage connue et signalée déjà par d'autres utilisateurs. Enfin, une protection supplémentaire consistera à protéger les locaux et différents accès au système d'information. Donc, seules les personnes habilitées et autorisées doivent pouvoir accéder aux différents éléments matériels qui constituent le système d'information de votre collectivité. De plus, si le système d'information de votre collectivité doit être cloisonné ou séparé d'un éventuel réseau public qui pourrait être mis à la disposition des administrés, par exemple, par la mise en place d'un Wi-Fi public. Donc pour mettre en place de façon concrète et immédiate des actions de protection dans votre collectivité, nous allons aborder maintenant quelques bonnes pratiques à mettre en place au quotidien pour augmenter votre protection face aux risques cyber. La première bonne pratique consistera donc à vérifier que le navigateur web que vous utilisez est bien à jour. Pour ce faire, il vous suffit de se rendre dans le menu des paramètres et d'aller dans à propos. De même, dans les paramètres du navigateur web, il est recommandé de régler certaines options pour rendre votre navigation plus sécurisée et plus conforme d'un point de vue protection des données personnelles. Par exemple, il est recommandé de paramétrer, on va dire, un filtrage plus strict en ce qui concerne le blocage des contenus, d'interdire le suivi automatique, de réaliser un nettoyage des cookies et de l'historique de navigation à chaque fermeture de page, ainsi que de ne pas enregistrer les mots de passe par défaut. Lors de votre navigation sur Internet, il est important de vérifier systématiquement que vous êtes sur des pages possédant un certificat de sécurité. Donc c'est en l'occurrence la mise en place d'un cadenas en haut dans la barre d'adresse, ainsi euh,
et de ne jamais forcer, si ça se produit, une alerte sur un certificat détecté sur une page internet. En effet, chaque page doit avoir un S au niveau de l'HTTP. S'il n'y a pas ce S, c'est que la page ne possède pas de certificat de sécurité. Et si lors d'une navigation, vous avez un message qui vous indique que vous allez continuer sur une page ne possédant pas ce certificat, il est recommandé de ne pas poursuivre la navigation vers ce site-là. Donc, comme cela a pu être paramétré précédemment dans les options de votre navigateur, il est recommandé de ne jamais enregistrer les mots de passe lorsque ceci vous est proposé. En effet, cela pourrait permettre à n'importe quelle personne qui va utiliser votre ordinateur de pouvoir se connecter à un compte utilisateur sans connaître le mot de passe puisque celui-ci sera préenregistré. Même si cela peut représenter à première vue, on va dire, un confort d'utilisation, il est recommandé d'utiliser plutôt un coffre-fort numérique pour vos connexions à vos différents comptes utilisateurs. Donc justement, eh bien, le gestionnaire de mots de passe ou le coffre-fort que recommande l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information est celui qu'on appelle KeePass. Son principe est simple, c'est de pouvoir stocker l'ensemble de vos identifiants de connexion avec l'adresse de connexion, l'identifiant, le mot de passe de vos différents comptes dans un logiciel qui va être chiffré et protégé en permanence par un mot de passe que vous connaîtrez. Donc le but, c'est d'avoir et de connaître, de retenir un seul mot de passe complexe qui va vous ouvrir l'accès à ce coffre-fort numérique. Ce coffre-fort peut vous suivre partout, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, le PC, la tablette, le smartphone. Donc ce coffre-fort va vous suivre partout et vous allez pouvoir y accéder en permanence et l'utiliser lorsque vous voulez vous connecter sur une simple page. Donc par un simple copier-coller, vous pouvez donc vous connecter à l'ensemble de vos comptes sans forcément connaître vos différents mots de passe. Le logiciel KeePass peut vous proposer des mots de passe complexes pour chacun de vos comptes. Au moindre soupçon, si vous avez le soupçon qu'un de vos mots de passe peut être connu ou que vous avez connaissance d'une possibilité que vos identifiants soient piratés, par exemple via la communication d'une entité ou d'une société qui a été elle-même victime d'une attaque de cybersécurité et auprès de laquelle vous possédez un compte utilisateur. Donc dans ces cas-là, il est recommandé de changer le mot de passe sur ce compte que vous avez auprès de cette société, de cette entité. Et également, il est recommandé, de ne pas saisir de mots de passe d'enregistrer les mots de passe sur l'ordinateur que vous pouvez utiliser en mode public ou partagé. Parce qu'on ne peut jamais garantir en fait l'état de protection en ce qui concerne la cybersécurité de ces ordinateurs. Une autre bonne pratique consistera également à prendre l'habitude de verrouiller sa session de travail lorsque vous êtes amené à quitter votre poste de travail. Donc ça peut être l'exemple lors de la pause méridienne. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton Windows et L pour verrouiller votre session de travail. De plus, un paramétrage également concernant la durée, donc au bout de laquelle le verrouillage automatique se réalise, peut être réalisé dans le paramétrage de votre système d'exploitation. En ce qui concerne l'utilisation de supports amovibles, lorsque vous êtes amené à utiliser des clés USB, des disques durs externes, il est toujours recommandé de pouvoir les chiffrer. Cela permet de sécuriser les données qui s'y trouvent, notamment si un jour si vous perdez, vous égarez cette clé USB ou ce disque dur externe. Il est possible d'utiliser un logiciel de cryptage qui se trouve directement dans le système d'exploitation à partir de Windows 10 et qui s'appelle BitLocker. Pour ce faire, il vous suffit juste de réaliser un clic droit sur la clé USB ou le disque dur externe et de cliquer sur Activer BitLocker. Vous pouvez également procéder de la sorte si vous voulez chiffrer l'ensemble du disque dur de votre ordinateur. Si vous ne disposez pas de ce logiciel parce que vous n'utilisez pas Windows 10 ou Windows 11, il est tout à fait possible de télécharger gratuitement sur Internet des logiciels de chiffrement, comme par exemple le logiciel VeraCrypt. Une autre bonne pratique en ce qui concerne la cybersécurité va consister dans le fait de séparer les usages professionnels des usages personnels. Donc de ne pas utiliser le même mot de passe dans un cadre professionnel ou personnel, de ne pas mélanger ces messageries, d'avoir vraiment une messagerie pro et une messagerie personnelle. Si vous êtes amené à utiliser des espaces de stockage, là aussi, essayez de distinguer un cloud professionnel d'un cadre personnel. Évitez de se connecter si possible sur des Wi-Fi qui sont publics ou inconnus.
Et si vous êtes amené à obtenir une clé USB ou un disque dur externe, toujours se méfier puisqu'ils peuvent être également source et support d'un virus. Et enfin, l'une des pratiques fondamentales en matière de cybersécurité, si ce n'est la plus importante de tous, c'est de réaliser des sauvegardes de vos données. En effet, le fait de disposer d'une sauvegarde vous permettra dans tous les cas de pouvoir reconstruire votre système d'information en cas de n'importe quelle attaque. Sous réserve, bien sûr, que votre sauvegarde soit externalisée de votre système d'information, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas connectée en permanence à votre système d'information. Parce que si votre système d'information est crypté et infecté, si la sauvegarde est en lien directement sur le système d'information, elle le sera également. Donc pour ce faire, il existe de multiples solutions pour mettre en place un système de sauvegarde automatisé et externalisé sans forcément que cela représente un budget, un coût important pour votre budget. Par exemple, ça peut être la mise en place d'une sauvegarde qui se fait automatiquement sur des disques durs externes que vous allez vous-même changer régulièrement au niveau de votre collectivité. Il ne faut pas également oublier que la protection des données se fait également sur les données numériques, mais également papier. Donc vous pouvez avoir des usages au niveau des données papier, notamment au niveau des imprimantes qui peuvent être partagées, dans lesquelles il faut faire un petit peu attention aux documents qui peuvent être, laissés ou abandonnés sur les imprimantes et qui constituent là également une source de données.